Sous les coiffures au ton doux et le sourire perpétuel de grand-mère attachante, se cachait une volonté inébranlable, capable de plier des empires et d'enfouir des secrets encombrants sous les tapis du palais. Pendant plus de 100 ans, Elizabeth Bowes-Lyon a été le pilier inamovible de la couronne britannique. Mais rares sont ceux qui savent que celle qu'Adolf Hitler a décrite comme la femme la plus redoutable du continent portait en elle un réseau de rancœurs anciennes, de dettes colossales et de parents cachés qui ne devaient jamais voir le jour. Avant de nous aventurer dans les recoins sombres de Clarence House, il vaut la peine de se poser une question qui accompagnera tout ce récit. Sommes-nous face à une protectrice quasi sacrée de la nation ou face à une manipulatrice sans scrupules? Gardons ce doute à l'esprit tout en démêlant son histoire. Pour comprendre la femme qui allait devenir un mythe, il faut d'abord dissiper l'image de la vieille femme fragile qui persiste dans la mémoire collective et remonter à 1900. Élisabeth est née dans la noblesse écossaise, mais le trône n'était pas dans ses projets. En fait, c'était précisément ce qu'elle désirait le moins. Lorsque le prince Albert, surnommé Bertie, le fils timide et bègue du roi George V, s'intéressa à elle, Élisabeth n'y vit pas un conte de fées romantique, mais une cage dorée. Elle rejeta sa demande en mariage à 3 reprises. Elle savait pertinemment qu'intégrer la famille royale signifiait renoncer à sa liberté et se soumettre à un protocole étouffant. Malgré tout, l'insistance d'Alberto, et peut-être un sens du devoir ancré depuis l'enfance, la poussa finalement à accepter en 1923. Ce qu'elle ignorait alors, c'est que cette décision scellerait non seulement la fin de sa vie privée, mais la plongerait au cœur d'une crise capable de redéfinir le cours du monde, la forçant à se forger cette armure d'acier ornée de dentelles que le monde en viendrait à admirer et à craindre à parts égales. Élisabeth entra dans la famille royale, persuadée qu'elle serait l'épouse d'un duc de moindre importance, menant une existence paisible, loin du pouvoir. Mais le destin, allié à une Américaine, lui réserva un sort tragique. La tranquillité de sa vie de duchesse d'York s'effondra en 1936, année funeste qui vit 3 monarques accéder au trône d'Angleterre. La mort du vieux George V laissa la couronne entre les mains de son fils aîné, David, couronné Édouard VIII. Mais David nourrissait une obsession qu'Élisabeth jugeait vulgaire et risquée. Wallis Simpson, une Américaine 2 fois divorcée, qui avait complètement subjugué la souveraine. Pour Élisabeth, qui plaçait le devoir au-dessus de tout, Wallis représentait non seulement une rivale sociale, mais aussi une véritable menace pour l'institution. Leur rivalité était manifeste et empreinte de venin. Wallis surnommait Élisabeth la cuisinière, en référence à sa silhouette robuste et à son air peu raffiné, tandis qu'Élisabeth ne la désignait que comme « cette femme », refusant de prononcer son nom. Quand Édouard VIII abdiqua par amour, il propulsa son frère Albert sur le trône. Pour Élisabeth, ce ne fut pas une ascension, mais une condamnation. Elle savait que son époux, qu'elle appelait affectueusement Bertie, n'avait ni la force physique, ni le tempérament nécessaire pour régner. Son bégaiement et son anxiété le rongeaient, et Élisabeth ne pardonna jamais à Édouard ni à Wallis d'avoir contraint son mari à porter un fardeau qui finirait par ruiner sa santé. Dès lors, Élisabeth prit les rênes. Si Bertie était incapable de dire un mot, elle parlait pour lui. S'il tremblait, elle était son roc. Elle devint reine consort, non par ambition personnelle, mais animée d'une fureur protectrice, canalisant son ressentiment en une détermination politique impitoyable qui assura l'exil et la marginalisation perpétuelle du duc et de la duchesse de Windsor. Élisabeth ferma les portes du palais et du pays à ceux qu'elle considérait comme des traîtres, et commença à bâtir l'image d'une famille irréprochable, une forteresse conçue pour résister à tout scandale, même si, pour y parvenir, elle devait dissimuler ses propres failles sous des couches de perles et de jeans. La couronne fraîchement accédée et les plaies de l'abdication encore vives, le monde sombra dans la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce contexte dévastateur qu'Élisabeth révéla sa véritable bravoure. Alors que l'aviation allemande bombardait Londres, ses conseillers l'incitèrent à envoyer ses filles, les princesses Élisabeth et Margaret, se réfugier au Canada. Sa réponse, restée célèbre dans l'histoire, témoigne de sa détermination inébranlable « Les filles ne partiront pas sans moi. Je n'abandonnerai pas le roi, et le roi ne partira jamais. » Ils restèrent. Et lorsque Buckingham Palace fut touché de plein fouet,
Au lieu de fuir, Élisabeth déclara calmement qu'elle était heureuse que cela se soit produit, car elle pouvait enfin regarder en face les habitants de l'East End qui avaient tout perdu. Son refus de quitter la capitale, ainsi que ses visites constantes dans les quartiers bombardés, toujours vêtue de ses plus beaux vêtements, en signe de respect pour les victimes, firent d'elle un symbole de résilience morale quasi inébranlable. Adolf Hitler, observant la scène depuis Berlin, comprit que le moral des Britanniques ne céderait pas tant que cette femme continuerait de sourire au milieu des décombres, et il la surnomma la femme la plus dangereuse d'Europe. Mais cette détermination publique eut un prix personnel. Le conflit renforça sa volonté de protéger la monarchie à tout prix. Élisabeth comprit que l'image était primordiale et que la famille royale devait incarner un espoir inébranlable. Pourtant, tandis qu'elle rayonnait de cette lumière, des tragédies silencieuses commençaient à se tramer dans l'ombre de sa propre famille, des secrets de sang et de folie que la reine-mère elle-même choisit de dissimuler au monde et qui, des décennies plus tard, allaient ébranler sa légende de bonté. Après la mort du roi George VI en 1952, Élisabeth devint la reine-mère, un titre créé pour la distinguer de sa fille, la nouvelle reine Élisabeth II. À seulement 51 ans, elle portait le deuil, mais loin de se retirer du monde, elle se réinventa en matriarche de la nation. Derrière les murs de ses résidences, cependant, la réalité était bien plus complexe et troublante. En 1987, un scandale a ébranlé les fondements de la famille et révélé la cruauté avec laquelle les questions de sang étaient traitées lorsqu'elles ne correspondaient pas à l'image idéale. La presse a révélé que 2 nièces de la reine-mère, Nerissa et Catherine Bowes-Lyon, filles de son frère John, n'étaient pas décédées des décennies auparavant, contrairement à ce qu'indiquaient les registres généalogiques officiels. La vérité était glaçante. Les 2 sœurs, nées avec un handicap mental sévère, avaient été secrètement internées à l'hôpital psychiatrique Royal Earlswood en 1941. Pendant plus de 40 ans, elles y restèrent enfermées, oubliées de la famille royale qui continuait de les saluer depuis les balcons. Nerissa mourut en 1986 et fut enterrée dans une tombe identifiée uniquement par une étiquette en plastique et un numéro de série. Lorsque la nouvelle éclata, la reine-mère prétendit l'ignorer, bien que beaucoup se demandassent comment la chef d'une famille aussi unie pouvait ignorer l'existence de ses propres nièces. Cet épisode révéla l'aspect le plus impitoyable de la survie dynastique. Tout ce qui pouvait suggérer une faiblesse génétique au sein de la lignée devait être dissimulé au public. Le sourire d'Élisabeth n'était pas qu'un simple geste amical. C'était aussi un écran de fumée destiné à détourner l'attention des membres perturbateurs du clan qui se cachaient. Et ce n'était pas le seul excès que la reine-mère dissimulait. Tandis que ses nièces vivaient dans l'austérité d'une institution, elle dilapidait des fortunes dans un train de vie à faire trembler les comptables du palais. Alors que le Royaume-Uni se serrait la ceinture après la guerre et subissait des crises économiques successives, à Clarence House, le champagne coulait à flot. On a souvent dit que la reine-mère vivait dans un monde parallèle où l'argent était un concept abstrait sans importance. Mais la réalité financière était bien plus alarmante, et elle est restée l'un des secrets les mieux gardés de la couronne pendant des décennies. Élisabeth dépensait avec une voracité défiant toute logique, accumulant une dette personnelle estimée, à sa mort, à plus de 4 millions de livres sterling. Son train de vie était un vestige de l'époque édouardienne, une période d'excès à laquelle elle refusait obstinément d'abandonner. Elle entretenait une suite personnelle de 50 domestiques dans sa résidence londonienne, pages, laquais et femmes de chambre, soumis à un protocole d'un autre temps. Mais son véritable point faible, le gouffre financier par lequel sa fortune s'échappait, était sa passion pour les chevaux de course. Elle possédait une écurie de pur sang qui lui rapporta plus de 400 victoires, moyennant des frais d'entretien astronomiques. Elle ne transportait jamais d'argent liquide et signait rarement des chèques. Elle partait du principe que les factures se régleraient d'elles-mêmes, et c'était le cas. Sa fille, la reine Élisabeth II, dut intervenir discrètement à plusieurs reprises, transférant d'importantes sommes de sa fortune personnelle pour couvrir les découverts de sa mère à la banque Coutts, évitant ainsi un scandale national. Pour la reine-mère, l'extravagance n'était pas un caprice, mais un droit quasi sacré et un outil indispensable à son pouvoir. Elle était fermement convaincue que le peuple britannique aspirait à voir sa royauté auréolée d'une magie inaccessible, et elle était prête à la lui offrir,
même au prix de la ruine financière de la monarchie. Ce décalage avec la réalité économique n'était qu'un exemple de plus de son refus d'accepter l'évolution du monde, un trait de caractère qui allait se révéler déterminant dans sa relation avec le futur roi. Tandis que la reine Élisabeth II, chef d'État distante et toujours occupée, devenait le cœur affectif de la famille et la véritable artisane de la personnalité du prince Charles. Dès son enfance, timide et sensible, Charles trouva auprès de sa grand-mère le refuge qu'il ne trouvait pas auprès de ses parents. Tandis que le duc d'Édimbourg s'efforçait de forger le caractère de son fils par une discipline rigoureuse, parfois à la limite de la dureté, Élisabeth l'accueillait dans un monde de raffinement, d'art et de tradition. Elle exerça une influence déterminante sur le monarque actuel, façonnant sa vision du monde, sa passion pour l'histoire et son sens du devoir quasi religieux. Le lien entre grand-mère et petit-fils était si fort qu'ils s'écrivaient constamment et se parlaient au téléphone tous les jours. Élisabeth enseigna à Charles qu'être prince signifiait servir, mais aussi préserver, lui inculquant une vision romantique et conservatrice de la monarchie qui entrait parfois en conflit avec les exigences de la modernité à la fin du XXe siècle. Elle fut sa principale confidente durant son célibat et joua un rôle déterminant dans sa recherche d'une épouse convenable. Nombre des décisions qui allaient marquer le mariage malheureux de Charles furent prises dans le salon de la reine-mère. Elle l'encouragea à chercher une jeune femme sans passé, convaincue qu'elle pourrait être façonnée comme elle-même l'avait été en 1923. Cependant, cette influence maternelle avait un côté sombre. La reine-mère protégeait Charles de tout et de tous, lui inculquant l'idée que son bonheur et son destin étaient au-dessus des conventions. Cette loyauté aveugle envers son petit-fils préféré allait finalement la dresser contre la femme qui menaçait de les éclipser tous et de déstabiliser l'héritage qu'elle avait si jalousement défendu. Une énigme médicale a longtemps intrigué les médecins royaux. Comment Élisabeth a-t-elle pu vivre jusqu'à 101 ans en si bonne santé, tout en suivant un régime alimentaire qui aurait tué n'importe qui d'autre en 2 fois moins de temps? Sa longévité ne s'expliquait ni par l'exercice physique, ni par la modération, mais par une routine hédoniste qu'elle suivait avec une précision d'horloger suisse. Sa journée était rythmée par l'alcool. À midi pile, il exigeait son premier cocktail, un mélange puissant de gin et de Dubonnet, avec une tranche de citron et 2 glaçons. Au déjeuner, un verre de vin rouge accompagnait son repas, suivi d'un verre de Porto. Et le soir, le dîner ne commençait jamais sans 1 ou 2 coupes du meilleur champagne. Cette consommation constante s'accompagnait d'une alimentation riche en beurre, crème et chocolat, bien loin des recommandations nutritionnelles actuelles. Mais cette routine dissimulait bien plus qu'un simple goût pour le plaisir. L'alcool et la rigidité de son emploi du temps étaient les mécanismes qu'Élisabeth utilisait pour garder le contrôle et fuir les réalités dérangeantes. Sa philosophie face aux problèmes était celle de l'autruche, ignorer les désagréments ou les noyer dans l'alcool. Cette attitude de déni devint légendaire. Confrontée à une mauvaise nouvelle, elle changeait simplement de sujet ou proposait un autre verre. Cette bulle de confort lui permit de traverser les guerres, les décès et les scandales sans que le stress n'affecte son corps, faisant d'elle une relique vivante d'une époque où plaisir et devoir n'étaient pas incompatibles. Mais cette même capacité à ignorer ce qui lui déplaisait s'est révélée être une arme à double tranchant lorsque la réalité a frappé aux portes du palais sous les traits d'une princesse blonde qui refusait de suivre le scénario et de boire à la coupe du silence. L'arrivée de Diana Spencer au sein de la famille royale fut d'abord accueillie avec enthousiasme par la reine-mère, qui la considérait comme la candidate idéale, aristocrate, vierge et d'apparence docile. Cependant, cet enthousiasme s'estompa lorsque le conte de fées commença à se déliter. Pour Élisabeth, qui avait consacré sa vie entière à l'institution et porté le poids de la couronne sans jamais se plaindre publiquement, les agissements de Diana étaient incompréhensibles et impardonnables. La reine-mère appartenait à une génération qui gardait ses problèmes conjugaux privés et considérait le devoir comme plus important que le bonheur personnel. Voir Diana recourir à la presse pour exposer ses difficultés conjugales et attaquer Charles représentait pour elle une véritable déclaration de guerre. Alors que le mariage du prince et de la princesse de Galles battait de l'aile dans les années 1990, Élisabeth se rallia à son petit-fils
et devint une adversaire redoutable pour Diana. La matriarche, capable de se montrer charmante avec son personnel et le public, révélait en privé son côté le plus impitoyable. Elle cessa de prononcer le nom de Diana et interdit à quiconque d'en parler en sa présence. Lorsque la séparation fut officialisée, puis le divorce prononcé, la reine-mère railla froidement Diana de sa vie. Elle estimait que Diana avait transgressé la règle d'or de la monarchie, le silence, tandis que le monde entier pleurait et vénérait la princesse du peuple. Dans les couloirs de Clarence House et de Buckingham Palace, la reine-mère menait la faction traditionnaliste qui voyait en Diana non pas une victime, mais une menace déstabilisatrice à neutraliser. Cette guerre froide familiale allait culminer en une tragédie qui mettrait à l'épreuve la survie même de la monarchie et contraindrait la reine âgée à affronter le jugement d'une nation qui, pour la première fois, ne la soutenait pas. Aux premières heures du 31 août 1997, le téléphone sonna au château de Balmoral, brisant le silence des Highlands écossaises avec la nouvelle qui allait bouleverser le monde. Diana était morte à Paris. Tandis que le monde entier était sous le choc, la réaction derrière les murs du château fut empreinte d'un pragmatisme glacial, guidé spirituellement par la reine-mère. Pour Élisabeth, la tragédie représentait non seulement la perte d'une jeune mère, mais aussi la crise constitutionnelle imminente. Elle fut l'une des voix les plus influentes à insister sur le maintien des habitudes et à protéger les princes William et Harry en affichant une normalité absolue, allant jusqu'à assister à la messe ce matin-là comme si de rien n'était et à laisser les téléviseurs éteints. Cette semaine-là fut la seule fois en près d'un siècle où le sens politique de la reine-mère l'a trahi de façon aussi spectaculaire. Élevée à une époque où le deuil se faisait dans la sphère privée et où toute manifestation d'émotion était de mauvais goût, elle ne parvint pas à saisir l'ampleur du chagrin des foules en larmes dans les rues de Londres. Pour elle et sa fille, ce flot de fleurs et de larmes semblait une réaction étrangère et déconcertante. Élisabeth demeura inflexible sur sa conviction que le drapeau ne devait pas être mis en berne à Buckingham Palace, car le palais n'observait pas de deuil officiel. Cette même rigidité qui avait sauvé la nation en 1940 faillit entraîner la chute de la monarchie en 1997. La reine-mère assista avec effroi à la dénonciation par la presse et le public de la famille à laquelle elle avait consacré toute sa vie, les accusant de froideur et d'insensibilité. Ce fut un affrontement brutal entre deux époques. Et bien que la monarchie ait survécu grâce à une allocution télévisée de dernière minute de la reine Élisabeth, il devint évident que les anciennes règles du silence de Clarence House n'étaient plus efficaces pour gouverner les cœurs d'une société moderne qui exigeait des larmes et de l'empathie publique. Si la relation avec Diana était conflictuelle, celle de la reine-mère avec sa plus jeune fille, la princesse Margaret, fut une tragédie d'amour et de lente destruction. Margaret était l'opposé de la reine Élisabeth, vive, rebelle et profondément malheureuse. Tout au long de sa vie, la reine-mère a cédé aux caprices de Margaret, tolérant ses excès, peut-être pour compenser le fait qu'elle ne régnerait jamais, ou peut-être par une culpabilité silencieuse qu'elle n'a jamais avouée. C'est la reine-mère qui, dans les années 1950, prit le parti du pouvoir en place pour empêcher Margaret d'épouser l'homme qu'elle aimait, le capitaine Peter Townsend, un divorcé. Cette décision brisa une blessure chez la princesse qui ne se guérit jamais complètement. Au fil des ans, mère et fille devinrent inséparables, partageant solitude et alcool, d'interminables après-midi à Clarence House, dans un nuage de fumée et un verre de whisky à la main. Mais ce lien était toxique. La reine-mère, à la santé inébranlable, voyait sa cadette dépérir, rongée par l'alcool et la maladie. Il paraissait paradoxal que cette mère centenaire reste si forte, tandis que sa fille de 70 ans était victime d'AVC et perdait la vue et l'usage de ses jambes. La reine-mère refusa de reconnaître la gravité de l'état de Margaret, persistant dans le déni jusqu'à la fin. Lorsque la princesse Margaret mourut en février 2002, quelques semaines seulement avant sa mère, le choc fut terrible. Élisabeth, qui avait déjà enterré son mari, ses amis et presque toute sa génération, dut endurer l'ultime douleur, survivre à sa propre fille. Ce fut la seule fois où son calme légendaire se fissura visiblement, et le monde comprit que la fin de la matriarche était proche. Malgré sa fragilité et les tragédies familiales,
le centenaire de la reine-mère en 2000 fut son apogée. Une démonstration de faste destinée à célébrer non seulement une femme, mais aussi la continuité même de l'histoire britannique. Derrière les défilés et les apparitions au balcon, cependant, une lutte acharnée se déroulait. Élisabeth était déterminée à ne jamais être perçue comme invalide. Elle détestait les fauteuils roulants et les considérait comme un symbole de défaite. À 100 ans, les hanches brisées et les jambes couvertes d'ulcères, elle s'entraînait à marcher avec 2 cannes, loin des caméras, afin de pouvoir plus tard apparaître en public, soutenue par une seule canne et appuyée sur le bras d'un petit enfant, restant debout, ne serait-ce que quelques minutes. Sa vanité était légendaire et, à sa manière, essentielle. Elle refusait de porter des appareils auditifs car ils gâchaient la ligne de ses chapeaux et préférait deviner ce qu'on lui disait plutôt que d'admettre sa surdité. Elle maintenait ses rituels de coiffure et de maquillage avec une discipline quasi militaire, veillant à ce que l'image de la reine-mère soit impeccable avant de recevoir qui que ce soit. Cette obsession de l'apparence n'était pas de la simple vanité, mais une forme de respect pour sa fonction. Elle estimait que le public méritait de voir une reine, et une reine ne montre jamais de faiblesse. Même durant ces derniers mois, alors que son corps commençait à décliner, son esprit est resté vif, et sa volonté de vivre pleinement sa vie est demeurée inébranlable. Elle a continué d'organiser des dîners et des déjeuners, épuisant des convives de 50 ans ses cadets, preuve que la volonté humaine peut repousser la mort lorsqu'elle est guidée par un but précis, ou tout simplement par le désir irrésistible de ne pas manquer la prochaine coupe de champagne. Dans les cercles du palais, le décès d'un membre de la famille royale est planifié des années à l'avance sous des noms de code. Les funérailles de la reine-mère étaient baptisées Pontey, et elle avait elle-même supervisé les détails de ses obsèques pendant plus de 20 ans. Elle prenait plaisir à entendre les préparatifs et y apportait souvent des corrections, survivant à nombre des organisateurs initiaux de la cérémonie. Finalement, le 30 mars 2002, samedi après-midi de Pâques, celle qui était née à l'époque victorienne et avait traversé tout le XXe siècle, ferma les yeux pour toujours dans son sommeil, à Royal Lodge, à Windsor, sa fille Élisabeth à ses côtés. Sa mort marqua la fin définitive de l'Empire britannique et d'une conception de la monarchie désormais révolue. Elle s'éteignit paisiblement, sans souffrance, laissant derrière elle un héritage monumental et complexe. Plus d'1 million de personnes se massèrent dans les rues de Londres pour assister à ses funérailles, ultime victoire populaire qui réduisit au silence ceux qui la considéraient comme un anachronisme coûteux. Cependant, sa mort scella un lourd secret, peut-être à jamais. Elizabeth Bowes-Lyon emporta dans sa tombe des conversations confidentielles avec des premiers ministres, des détails de l'abdication jamais consignés par écrit et la vérité sur les conflits internes au sein de la famille Windsor. À la lecture du testament de la reine-mère, le monde s'attendait à des chiffres et des détails croustillants sur sa fortune, mais il découvrit une faille juridique savamment exploitée. Élisabeth n'a légué aucun centime directement et publiquement à ses petits-enfants, ni à ses arrière-petits-enfants. L'intégralité de son patrimoine, estimé à 70 millions de livres sterling, a été transmise à sa fille, la reine Élisabeth II, grâce à une clause d'exonération de droits de succession spécifiquement conçue pour la monarque. Cette manœuvre a empêché l'État de s'approprier 40% de sa fortune, une ultime victoire posthume pour une femme qui a toujours su tirer profit des rouages de la justice. Mais le véritable héritage ne résidait pas dans des comptes bancaires, mais dans des objets, des bijoux inestimables, des tableaux de monnaie et des œufs de Fabergé vinrent enrichir la collection royale privée, à l'abri des regards. Il y avait aussi un legs plus discret et plus précieux, le fonds fiduciaire secret qu'il avait créé des années auparavant. La rumeur court qu'il y aurait déposé 19 millions de livres sterling pour ses arrière-petits-enfants, une part considérablement plus importante étant destinée au prince Harry qu'au prince William. La raison n'était pas un favoritisme sentimental, mais un pragmatisme pur. Elle savait que William hériterait du duché de Cornouailles et, à terme, de la couronne, tandis que Harry vivrait éternellement dans l'ombre de son frère. Même depuis l'au-delà, la reine-mère continuait d'exercer une influence déterminante sur la famille, tentant d'équilibrer le destin royal grâce à sa propre stratégie, aussi invisible que calculatrice. Le château de Windsor possède une tour circulaire
où sont conservés les journaux intimes et la correspondance privée de la famille royale. Les archives de la reine-mère y sont entreposées. Une collection qui, selon les historiens, pourrait bouleverser des pans entiers du XXe siècle si elle était un jour rendue publique. Élisabeth était une épistolière prolifique et entretenait une correspondance avec les personnalités les plus influentes de son époque, de Winston Churchill aux membres exilés des familles royales européennes. Mais ce qui inquiète le plus les gardiens du secret, ce sont ses opinions sans détour sur les questions politiques et familiales. On sait qu'après la mort de la princesse Diana, elle ordonna à sa fille Margaret de brûler des sacs entiers de ses lettres lors d'un bûcher improvisé au palais de Kensington. Cette destruction de preuves était un acte délibéré visant à protéger l'image de la monarchie, mais aussi à effacer toute trace du traitement sévère infligé à la princesse de Galles. Cependant, tout n'a pu être effacé. Les journaux intimes de la reine-mère, couvrant près de 90 ans de sa vie, restent classifiés et leur consultation est interdite pour les décennies à venir. Quels secrets concernant son abdication, la guerre ou les crises conjugales de ses petits-enfants sont dissimulés dans ces pages jaunies? La couronne a décidé que cette vérité est trop dangereuse pour cette génération et a de nouveau imposé le silence. Le film « Le discours d'un roi » a immortalisé l'histoire du soutien indéfectible d'Élisabeth à son époux, George VI. Et s'il est vrai qu'elle fut son pilier, la réalité historique recèle des nuances plus sombres que le film a choisi d'ignorer. Élisabeth non seulement soutenait Bertie, mais elle était la véritable force motrice de son règne, le poussant parfois au-delà de ses limites physiques et émotionnelles. Elle abhorrait la faiblesse, et dans ses efforts pour protéger la couronne, elle isola le roi de toute influence qu'elle jugeait néfaste, y compris celle de son propre frère, le duc de Windsor. La reine-mère était implacable. Son ressentiment envers Edward et Wallis Simpson était tenace, et elle s'assura qu'ils meurent tous deux en exil social et affectif. Lorsque le duc de Windsor revint en Angleterre pour les funérailles de sa mère, la reine Marie, ou pour celle de son frère, George VI, Élisabeth le traita avec une froideur glaciale, refusant à son épouse le titre d'Altesse royale jusqu'à la fin. Cette cruauté était le véritable pilier de son règne en tant que duchesse consort. Il ne s'agissait pas seulement d'amour, mais d'une stratégie de survie impitoyable. La douce et souriante duchesse d'York se transformait en une reine de glace dès qu'il s'agissait de défendre son territoire et celui de ses filles. L'histoire romantique est touchante, mais la réalité est une leçon de pouvoir exercé avec une extrême subtilité. Avec la disparition de la reine-mère, le dernier vestige de l'ère impériale britannique s'est évanoui. Elle était le lien vivant avec un monde de colonies, de servitude invisible et de déférence absolue envers la royauté, un monde désormais révolu. Son style de vie, ses chapeaux à plumes et son refus de porter des pantalons en public symbolisaient une résistance farouche au changement. Elle incarnait la stabilité dans un siècle marqué par le chaos. Pour nombre de Britanniques âgés, sa disparition fut vécue comme la perte d'une grand-mère nationale. Pour les modernisateurs de la monarchie, en revanche, c'était le moment de tourner la page et de se tourner vers l'avenir. Son influence, pourtant, perdure. La popularité actuelle de la monarchie doit beaucoup au modèle qu'elle a perfectionné. Être visible et pourtant insondable, aimable et pourtant distante. La reine Élisabeth II a suivi cette approche à la lettre, et aujourd'hui, le roi Charles III tente de l'adapter au monde numérique. Mais nul n'est parvenu à égaler son charisme magnétique, ce mélange unique d'aristocratie d'antan et de chaleur humaine calculée qui faisait que quiconque la voyait passer en carrosse se sentait privilégié. Elle fut la dernière grande actrice de la scène royale, une femme qui a joué son rôle jusqu'à son dernier souffle, sans jamais dévier du scénario qu'elle avait elle-même écrit. Si Londres était sa scène et Windsor sa forteresse, le château de May, sur la côte nord de l'Écosse, était son refuge privé. Acquis en 1952, peu après son veuvage, alors qu'il était en ruine et sur le point d'être démoli, Élisabeth le transforma en son havre de paix personnel, loin des regards indiscrets de la cour et des contraintes du protocole. C'était la seule demeure qui lui appartint véritablement, achetée de sa propre poche et restaurée selon ses goûts personnels. Là, dans la solitude balayée par les vents du Caithness, la reine-mère se laissait simplement être Élisabeth. À May,
On pouvait la voir en bottes de caoutchouc usées et vieux imperméables, flânant dans des jardins balayés par le vent ou organisant des pique-niques sur des plages glacées. C'était l'endroit où elle pouvait échapper à l'ombre de la couronne et renouer avec ses racines écossaises. Mais même dans ce refuge, la perfection demeurait de rigueur. Les jardins devaient être impeccables et les dîners, bien qu'informels, conservaient l'allure d'un rituel sacré. May incarne le paradoxe de sa vie, le besoin impérieux d'intimité et de normalité face à l'incapacité totale de vivre sans luxe ni ordre aristocratique. Ce château, sauvé de la ruine, est peut-être le monument le plus authentique à son caractère, une forteresse solitaire, belle et inébranlable, éternellement confrontée aux tempêtes de la mer du Nord. À l'aube du nouveau millénaire, la reine-mère semblait figée dans le temps. Son refus d'embrasser la modernité prenait des allures de rébellion silencieuse. Elle n'utilisait pas d'ordinateur, ne possédait pas de carte de crédit et considérait les courriels comme une vulgarité impersonnelle. Pourtant, cette déconnexion technologique n'impliquait pas un manque d'information. Élisabeth lisait tous les journaux, dévorait les biographies historiques et entretenait un réseau d'informateurs au sein de la haute société qui la tenait au courant de la moindre rumeur et des développements politiques. Sa longévité faisait d'elle une figure d'autorité reconnue. Lorsque des scandales sexuels et financiers ébranlaient la famille Windsor, les jeunes membres se tournaient vers elle, non pas pour des solutions modernes, mais pour la perspective que lui conférait son expérience des chutes d'empire. Son conseil était toujours le même, attendre et voir. Pour une génération élevée à l'immédiateté de la presse à sensation, une telle patience stratégique semblait désuète, mais le temps lui donnait souvent raison. Élisabeth a démontré que, dans un monde obsédé par la vitesse, le calme et le silence peuvent être les armes les plus puissantes. Sa mort a privé la famille de cette boussole stratégique, et nombre des erreurs commises par la suite par la famille royale peuvent être attribuées à l'absence de sa main ferme et de son œil vigilant. Quand on se penche sur la vie d'Elizabeth Bowes-Lyon, il est facile de tomber dans l'idéalisation ou le cynisme pur et simple. La vérité, comme toujours, se situe dans les nuances. Elle n'était pas une sainte. C'était une femme avec des préjugés de classe, qui dépensait sans compter, qui ignorait la souffrance de ses nièces handicapées et qui pouvait se montrer impitoyable envers ses adversaires. Mais c'est aussi elle qui a inspiré une nation sous les bombes, soutenu un roi bègue et consacré 80 ans de sa vie au service public sans jamais se plaindre. Son héritage est complexe, car elle-même était une constante contradiction, une roturière qui finit par paraître plus majestueuse que la royauté elle-même, une femme aux valeurs traditionnelles qui exerçait un immense pouvoir matriarcal, et une figure publique qui protégeait ses secrets avec un zèle quasi obsessionnel. La reine-mère incarnait l'idée que la monarchie est, avant tout, un acte de foi. Elle exige que le public croie à la magie, et elle en fut la plus grande interprète. Son histoire nous oblige à nous interroger. Préférons-nous des idoles humaines et imparfaites, ou avons-nous besoin, ne serait-ce que comme illusion, du fantasme d'une perfection immuable? Élisabeth a choisi d'incarner cette illusion et en a payé le prix humain, enfouissant sa propre souffrance sous des couches de tulle et des sourires forcés, jusqu'à ce que le masque et la femme ne fassent plus qu'un. Ainsi s'achève ce voyage à travers la vie de la dernière impératrice des Indes, la grand-mère de la nation, celle qu'Hitler considérait comme la plus dangereuse d'Europe. Son cercueil, orné de son diadème personnel, renfermant le célèbre diamant Koh-i-Noor, fut descendu dans la crypte de la chapelle Saint-Georges pour reposer auprès de son bien-aimé Bertie. Par ce geste, le rideau se ferma définitivement sur la Grande-Bretagne du XXe siècle. Mais les questions que soulève sa vie continuent de résonner. Son style de monarchie était-il un service désintéressé ou une forme raffinée d'instinct de survie? Dans quelle mesure la famille royale actuelle est-elle un héritage direct de ses stratégies et de son style? Elizabeth Bowes-Lyon a emporté ses secrets dans la tombe, mais elle a laissé derrière elle une histoire fascinante de survie, de pouvoir et de tragédie, un rappel que derrière chaque grand symbole historique se cache un être humain aux prises avec ses propres démons. Puisse ce voyage dans son univers nous permettre de voir au-delà de l'image de la vieille dame attachante et de découvrir la stratège implacable qui se cachait derrière.